voudrais commencer par remercier la Fondation AP-HP et les laboratoires Pilège d'avoir donné la parole à la psychiatrie et pas que à des maladies dont vous pouvez spontanément imaginer que bien sûr il y a un lien entre intestin et cerveau. Et donc je vais vous expliquer d'où vient, si j'arrive à faire marcher ça dans le bon sens, d'où vient cette idée. Et en fait aujourd'hui, contrairement à ce que peut-être la majorité d'entre vous pensent, les maladies mentales ce ne sont pas que des maladies du cerveau, mais ce sont des maladies de système, parce qu'il y a toute une série de pathologies qui sont associées aux maladies mentales. Par exemple, on sait aujourd'hui que associées aux pathologies comme les troubles bipolaires, comme la schizophrénie, la dépression, l'autisme, il y a ce que Karine vient de vous décrire, qui est le syndrome métabolique, qui est défini par l'obésité, l'hypertension, les anomalies des glucides, des anomalies lipidiques. Et pas un petit peu, il y a 2 fois plus de syndrome métabolique chez les bipolaires, 3 fois plus chez les schizophrènes, 4 fois plus chez les déprimés, et c'est la première cause de mortalité de nos patients. Ce n'est pas le suicide, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont les éléments du syndrome métabolique. Alors en général, on me dit oui, c'est parce que vos patients ne mangent pas bien, et en fait, on sait que ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai qu'ils ne se nourrissent pas forcément bien et que ça aggrave la situation, mais en fait, toutes ces anomalies métaboliques, elles commencent avant le début des maladies mentales, et c'est aussi le cas d'autres pathologies qui prédisposent au développement de maladies mentales, qui sont les maladies auto-immunes et les infections. Il y a des énormes bases de données au nord de l'Europe qui ont montré à quel point il y a un risque, quand il y a eu une maladie de ce type, de déclencher des maladies psychiatriques. Le dernier point qui fait le lien, qui prépare ce que je vais vous raconter sur le lien cerveau-intestin, c'est dans le domaine de l'autisme, où on sait aujourd'hui que, suivant les études, entre 10 et 90% des personnes avec autisme ont des symptômes gastro-intestinaux. Et une des explications de tous ces liens, de toutes ces comorbidités ou ces multimorbidités entre pathologie psychiatrique et pathologie somatique, c'est probablement, ça se trouve probablement dans notre intestin et dans le microbiote. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que c'est que cet axe cerveau-intestin? Mes petits camarades ont préparé le terrain parfaitement bien, puisqu'ils vous ont montré l'importance du microbiote dans toutes ces pathologies, maladies cardiovasculaires, sur toutes les pathologies inflammatoires, l'obésité, le diabète, et les facteurs qui sont associés aussi aux maladies mentales et qui vont là aussi modifier le microbiote et toutes donc les pathologies psychiatriques. Alors aujourd'hui, il y a toute une série d'études, et ça c'est une petite diapositive, mais la quantité de littérature explose dans ce domaine, qui montre effectivement que quand on étudie la flore microbienne dans les maladies mentales, on retrouve toute une série d'anomalies, en particulier une diminution de la diversité de la flore intestinale et une augmentation d'un certain nombre de souches. Par exemple, dans le cas de l'autisme, dont je vais surtout vous parler ce soir parce que je n'ai pas le temps de tout vous raconter, on trouve une augmentation de Clostridium et une diminution de la diversité d'un certain nombre d'autres espèces. Alors là où c'est vraiment extrêmement important, c'est que les altérations de cet axe cerveau-intestin, aujourd'hui, ils servent de modèle pour comprendre les liens avec toute une série d'anomalies biologiques qu'on observe dans l'autisme. Par exemple, depuis les années 60, on sait qu'il y a une élévation de ce qu'on appelle la sérotonine sanguine dans l'autisme. Or, 90% de la sérotonine est fabriquée par l'intestin. On sait aujourd'hui de mieux en mieux que dans l'autisme, il y a des anomalies du système immunitaire. Elles trouvent très probablement leur source aussi dans l'intestin. On sait qu'il y a des anomalies des métabolites, là aussi, lien extrêmement fort, et puis le lien avec les anomalies de la flore microbienne. La très bonne nouvelle, c'est qu'en psychiatrie, on nous dit que ce n'est pas la peine de développer des nouveaux médicaments, vous n'avez pas de modèles animaux pour tester l'efficacité de ces modèles animaux. Or, la bonne nouvelle, c'est que nos camarades américains ont un modèle qui permet de tester l'efficacité des probiotiques dans des modèles animaux. Donc, il faut, une fois qu'on a des résultats, encore attendre le résultat des études chez l'homme pour être sûr qu'il se passe quelque chose. Mais on a un très beau modèle qui s'appelle le modèle humain maternel, qui consiste à infecter des souris qui sont gestantes, des souris enceintes, et on observe que chez les bébés souris, on observe un tableau clinique et biologique qui ressemble beaucoup à ce qu'on observe dans l'autisme, avec des anomalies du comportement, des anomalies des interactions sociales, des comportements obsessionnels et répétés, des anomalies de la paroi, des anomalies digestives, en particulier de la barrière intestinale, et puis des anomalies neuropathologiques, donc cérébrales. Il y a toute une série de papiers qui, depuis très peu de temps, ça fait 2-3 ans, sortent pour montrer l'efficacité des probiotiques pour restaurer toutes ces anomalies qu'on observe après des anomalies déclenchées chez les souriceaux par modification de ce qui se passe chez la mère. Premier exemple, en 2016, Buffington et collaborateurs ont été les premiers à démontrer que des souris exposées à l'obésité maternelle déclenchent chez les bébés souris des comportements qui ressemblent à l'autisme, et ces comportements chez les bébés souris peuvent être réversés par un traitement, par un probiotique qui s'appelle Lactobacillus reuteri. Même histoire avec un papier qui est paru il y a 1 an, et là qui est encore plus impressionnant, ils ont fait la même étude, mais dans des modèles de souris
autistes, entre guillemets, qui sont soit des modèles génétiques, on sait qu'il y a toute une série de mutations génétiques dans l'autisme qui ont été découvertes d'ailleurs dans nos services à la PHP, par exemple le gène SHANK3. Il y a aussi des modèles environnementaux qui sont associés au déclenchement de l'autisme, comme la prise d'acide valproïque de Dépakote pendant la grossesse. Et dans tous ces cas-là, quand on administre chez les bébés souris des probiotiques, on peut réverser ces anomalies autistiques-like. Tout à l'heure, Harry vous a décrit les transferts de traitement de transfert fécal dans le cas d'infections extrêmement sévères. Ça fait des années que nous, on essaye de déposer des projets de recherche pour pouvoir faire ça dans le cas d'autisme infantile. Et de fait, il y a une étude américaine qui suit une population d'enfants autistes, 15 enfants autistes, qui ont été traités par transfert fécal il y a quelques années et qui non seulement se sont améliorés après la transplantation fécale, à la fois sur le plan des symptômes gastro-intestinaux, mais aussi sur le plan des symptômes cibles de l'autisme, en particulier les comportements sociaux. Il y a une nouvelle étude qui vient d'être publiée qui montre que l'amélioration continue à 2 ans, donc extrêmement prometteur. Alors, où est-ce qu'on en est à la PHP? On a créé à Créteil, à l'hôpital Henri Mondor, une plateforme pour l'étude du microbiote dans l'autisme, où on inclut systématiquement toutes les personnes avec autisme adultes, qui le souhaitent bien sûr, dans une étude qui nous permet d'étudier simultanément leur profil clinique, leur profil sanguin et bien sûr de faire une étude métagénomique, donc de la flore intestinale. Et on stratifie systématiquement les patients en distinguant ceux qui ont des symptômes gastro-intestinaux et ceux qui n'en ont pas. Et on fait avec l'équipe de Michel Neunist à Nantes une étude préclinique qui nous permet de comparer l'impact sur la paroi intestinale du transfert de microbiote fécal venant de personnes avec autisme, avec ou sans anomalies, symptômes gastro-intestinaux. On n'a que des données très préliminaires pour le moment, mais ce qu'on a montré, c'est premièrement qu'il y a une distinction très importante, à la fois sur le plan clinique et sur le plan biologique, entre les patients avec symptômes gastro-intestinaux et sans problèmes gastro-intestinaux. Vous savez qu'en psychiatrie, une des grandes difficultés, c'est qu'on a des entités cliniques qui sont très hétérogènes, et là, on a un fil conducteur pour arriver à identifier des sous-groupes homogènes. Et l'autre point, qui sont les études précliniques qu'on a commencé à faire, c'est que quand on compare les anomalies biologiques qu'on observe chez les souris chez lesquelles on a fait une transplantation de selles venant soit de personnes avec autisme, avec ou sans symptômes gastro-intestinaux, on a des modifications considérables de la perméabilité de la barrière intestinale et de toute une série de métabolites. Donc tout ça est extrêmement prometteur. Et nous avons un certain nombre de projets prêts à démarrer, et en particulier de projets qui permettraient de tester l'efficacité de probiotiques, de stratégies de microbiothérapie qui ciblent à la fois la diminution de l'inflammation, qui ciblent à la fois la flore microbienne et le stress oxydatif. On a démontré l'efficacité de ces composés dans des modèles précliniques. On a des projets qui sont prêts à démarrer. On a des patients qui nous téléphonent tous les jours pour faire partie de ces essais. Mais on n'a pas les moyens de les faire et c'est vraiment très triste parce qu'on est absolument persuadé que dans une pathologie pour laquelle on n'a aucune stratégie thérapeutique, il y a vraiment un espoir de pouvoir améliorer cette situation. Alors, je suis désolée, le caractère est devenu très petit, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la psychiatrie. Mais en conclusion, je voulais juste vous dire que la modulation du microbiote intestinal par les probiotiques s'appuie vraiment sur un rationnel scientifique qui est tous les jours un petit peu plus solide et avec des perspectives thérapeutiques qui sont extrêmement importantes. Il y a bien sûr toute une série de questions qui doivent être résolues par des essais thérapeutiques bien conduits. Et je voudrais juste signaler qu'aujourd'hui, il y a seulement 23 des 11 000 essais cliniques internationaux recensés en psychiatrie qui portent sur l'impact des probiotiques. Donc il y a encore une petite marge de manœuvre pour travailler. Et je vous ai parlé de l'autisme, mais on a exactement le même rationnel et les mêmes composés qu'on pourrait tester dans la dépression, dans la schizophrénie avec prise de poids. Mais là aussi, on a beaucoup de mal à convaincre les reviewers des projets de recherche qu'on peut faire ce type d'études en psychiatrie.